Alors, bonjour et bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien et si vous avez pris une pause dîner, que vous avez bien mangé. Bienvenue dans la salle 2, donc dans le studio 2, dans les fabuleux bureaux des 7 doigts de la main. Mon nom est Armand Afkami. Bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Nous sommes jeudi 20 octobre, début d'après-midi. On passe à un autre sujet. Ce matin, on parlait d'éducation et du futur du travail. Et maintenant, on va parler de résilience et ville du futur parce qu'évidemment, ça reste ancré avec notre thématique qui est l'espoir. Donc, on parle des écosystèmes d'espoir vers un numérique souhaitable. Mais c'est incontournable de ne pas parler des villes du futur et de voir comment on peut s'y préparer, comment on peut adopter des best practices pour tous ensemble aller vers un avenir numérique souhaitable. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter notre prochain conférencier. Alors, il est PDG et fondateur du cabinet Civiteo en France. Il est spécialiste en gestion des données publiques et dispose d'une expérience approfondie de l'usage de nouvelles méthodes de traitement de données. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la gestion des données urbaines. En plus d'animer cette conférence, il va être sur le prochain panel et en plus un atelier plus tard cet après-midi. On accueille chaleureusement Jacques Priol. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais ouvrir cet après-midi sur le thème du futur de la ville, de la résilience, en parlant de ces villes du futur. Ça fait quelques années qu'on parle beaucoup de villes intelligentes. Elles étaient intelligentes, elles deviennent résilientes. Est-ce que ce sont les mêmes? De quoi on parle? Je vais m'arrêter de façon assez précise sur 3 sujets. Celui de la résilience, bien sûr, c'est le thème de Montréal Connect. Celui de la démocratie aussi, et celui de la protection de la vie privée, qui est un sujet tout à fait important. Armand m'a présenté rapidement, donc je ne vais pas le refaire. Simplement vous mentionner que sur l'écran qui est derrière moi apparaissent certains des ouvrages effectivement que j'ai pu écrire, mais surtout, tout à fait sur le côté à droite, un petit rapport qui s'appelle « De la Smart City à la réalité des territoires connectés ». Et je vais vous parler de ce rapport, de cette étude, qui est une étude que nous avons fournie au gouvernement français il y a quelques mois en arrière. Et je vais partir du contenu de cette étude qui a été faite pour le gouvernement français pour élargir le sujet, parler de ce qui se passe ailleurs, évidemment, qu'en France, parler de ces sujets de résilience, de démocratie et de protection de la vie privée. Alors, une étude en France, il y en a beaucoup des études sur ces sujets, une étude importante qui s'est déroulée sur 8 mois, avec des moyens tout à fait conséquents. J'ai eu l'honneur et le plaisir de coordonner ces travaux avec des consultants, des spécialistes de la donnée, des spécialistes du numérique, des spécialistes des outils utilisés dans nos villes pour l'énergie, pour la mobilité, pour la gestion des déchets, pour essayer de comprendre un certain nombre de choses sur ce qui se passe réellement dans nos villes, et je vais y insister. Des consultants canadiens, québécois aussi, je veux le dire, puisque nous avions des collègues de Nord-Ouvert, certains d'entre vous les connaissent, qui ont contribué également à ce travail qui s'est déroulé pendant donc 8 mois. Pourquoi le gouvernement français nous a-t-il commandé une étude très importante sur la ville intelligente, les territoires intelligents? Pour plusieurs raisons. Celles que je vais vous présenter là, je dirais, ce sont les vraies raisons, pas nécessairement celles qui étaient dans la commande que nous avions reçue au départ. Les vraies raisons, d'abord, c'est qu'en 2021, 2022, 2023, en France, mais je crois que c'est pareil dans beaucoup d'autres pays, il y a un écart extrêmement important entre la réalité de ce qui est mis en place en termes de nouveaux outils numériques, en termes de nouveaux usages de ces systèmes avec des capteurs, de la collecte de données, de l'analyse, parfois maintenant de l'intelligence artificielle, un écart important entre ce qui se met en place aujourd'hui et ce que l'on nous annonçait, ce que nous annoncions, je me mets dedans, il y a quelques années en arrière. Et cet écart préoccupe notamment les entreprises, il y en a dans la salle aujourd'hui, des industriels, des promoteurs de solutions de Smart City qui peut-être ont quelques espoirs déçus, notamment par rapport à des volumes de chiffre d'affaires qui étaient annoncés. Deuxième chose importante, essayer de comprendre quels sont les territoires qui réellement déploient ces solutions en dehors des très grandes villes. Il se passe beaucoup de choses dans les très grandes villes.
en Europe, ici, sur le continent nord-américain, partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans les villes plus modestes, dans les territoires plus reculés? Des enjeux également pour comprendre quelles sont les priorités, on va parler là de résilience, d'environnement. Et puis, parce que la commande était une commande française et que nous sommes comme ça, ici à Montréal, je me permets à distance de prendre un petit peu de recul, mais en France, on aime bien dire qu'on est les meilleurs, cocorico. On voulait savoir s'il y avait un modèle français de ville intelligente qui était disponible. Alors, ce rapport, je ne vais pas vous le présenter dans le détail, il est entièrement disponible sur le site du gouvernement, sur le site du ministère de l'économie et des finances. Il fait 350 pages. Il détaille énormément de choses. Il montre comment, dans toutes les villes qui travaillent sur ces sujets, on mobilise de nombreuses parties prenantes. Évidemment, les collectivités, les municipalités, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés dans l'accompagnement, dans l'ingénierie, des prestataires d'utilité techniques, les gestionnaires de l'éclairage, des déchets, de l'eau, etc. Mais aussi tout un tas d'autres acteurs qui viennent du monde de la recherche académique, par exemple, et puis peut-être, en tout cas, dans l'affichage, on le dit, les citoyens. Je vais y revenir. On a aussi travaillé sur la réalité des utilisations de ces outils et on a identifié une douzaine de grandes familles de domaines et 70 cas d'utilisation très concrets de ces outils aujourd'hui qui font donc utilisation massive de données notamment dans des métiers assez évidents que l'on connaît bien maintenant dans tous ces métiers qui vont être la mobilité, qui vont être l'énergie, l'eau, mais aussi des choses plus nouvelles autour de l'environnement notamment, autour de la gestion du patrimoine, autour de la gestion du tourisme, autour de la relation avec les citoyens. Je ne vais pas développer non plus ce que l'on a pu produire sur les technologies. Il y a tout un tas de schémas qui y figurent. On a essayé de comprendre aussi les interactions entre les différentes couches technologiques, entre les différents systèmes qui sont mis en place en termes de chaîne de valeur. Où est la valeur économique, mais aussi la valeur d'usage, la valeur d'utilisation de l'ensemble de ces outils. On n'a pas le temps de s'y arrêter. De la même manière, on a travaillé de façon très approfondie, il y a une 50aine de pages dans ce grand rapport qui concerne uniquement les données. Quelles données? À qui appartiennent-elles? Comment sont-elles protégées? Comment les acteurs publics partagent-ils leurs données avec des acteurs privés? Ça veut dire quoi une donnée qui est au service de l'intérêt général? Et puis des enjeux très techniques aussi liés à la data. Par exemple, l'interopérabilité des systèmes, qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que souvent les territoires prennent des initiatives, avec des entreprises d'ailleurs qui les accompagnent, qui sont assez spécifiques d'un territoire à l'autre. Et quand on veut commencer à comparer, à faire parler tout ça, on est en difficulté. Alors, ce rapport, il apporte un certain nombre d'enseignements. Le premier d'entre eux, ça n'est sans doute pas une surprise, mais puisque la question nous était posée, existe-t-il un modèle français de territoire intelligent? La réponse, c'est non. Il n'y en a pas. Certains ont peut-être pu être déçus de notre réponse. Par contre, on a découvert un certain nombre de choses. D'abord, depuis 2017-2018, où des premiers rapports officiels étaient sortis sur le sujet, où on annonçait qu'il y aurait beaucoup de territoires, villes intelligentes, smart cities, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que la taille des communes qui se saisissent de ces sujets a considérablement changé. En 2017-2018, je parle pour la France, on avait 25 projets à peu près, qui étaient uniquement des projets de grandes métropoles, plus 2 ou 3 régions ou des provinces qui s'étaient saisies de la question. Aujourd'hui, nous avons des villes de quelques milliers d'habitants qui développent pour les unes de l'éclairage intelligent, pour les autres des systèmes automatisés ou semi-automatisés par rapport à la collecte, la gestion des déchets, pour les autres, des systèmes de modélisation de la diffusion, de la distribution de l'eau avec parfois recours à l'intelligence artificielle, etc. On a aussi constaté qu'il y avait une très grande variété de cas d'utilisation de ces outils, de ces données, une profusion de technologies parfois problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement, si je me mets à la place d'un maire d'une commune, on a quelques élus dans la salle, un maire d'une commune à qui on va proposer de déployer des capteurs dans la ville, des réseaux de collecte de données, des outils de stockage de ces données, des outils de traitement, d'analyse de ces données, eh bien, il peut avoir à sa disposition 3, 4, 5 offres technologiques complètement différentes dont on va à chaque fois lui assurer que c'est la meilleure disponible. Et ça, c'est une difficulté aujourd'hui.
Il y a une certaine maturité technologique. On est sans doute sorti d'une période où on avait profusion d'expérimentation, de POC, de prototypes, etc. Et on a aujourd'hui toutes ces technologies qui sont à disposition, mais ce n'est pas facile de faire des choix. On a identifié également des enjeux majeurs autour de la gestion des données, je l'ai dit, j'y reviens pas. Et puis, on a, je parlais d'expérimentation et de prototypes, fait un constat qui est un constat assez stratégique, assez essentiel, que pendant 3, 4, 5 ans, on a déployé énormément de prototypes et d'expérimentations. Mais ce n'est pas parce qu'on développe des prototypes et qu'on fait des expérimentations qu'on devient une ville performante au regard de ces enjeux numériques, une ville intelligente, et on va parler des objectifs et des priorités, une ville résiliente. Quand on fait des expérimentations, on teste des choses, on apprend des choses, on valide des concepts et des principes, mais si on ne passe pas à une certaine échelle, si on ne diffuse pas ces innovations, on n'a pas franchi le pas, et on va parler tout à l'heure d'économie d'énergie, vous verrez, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et quand on a interrogé les collectivités qui étaient concernées sur les raisons qui font que parfois on s'arrête au prototype, il y a plusieurs raisons qui émergent. Il y a notamment le fait que les financements publics, alors c'est vrai pour la France, c'est vrai de manière générale pour l'Europe, c'est sans doute des modèles un petit peu différents ailleurs dans le monde et ici au Québec ou au Canada, c'est qu'il est facile d'avoir des subventions et des aides pour faire un prototype. Et que par contre, ensuite, quand il faut investir pour généraliser un dispositif, c'est plus compliqué. Donc ça pose des questions sur la manière dont l'argent public est engagé sur ces sujets. Je pourrais développer chacun des points très longuement. On va s'arrêter, pour être dans le thème de l'après-midi, sur 3 choses. La résilience, la protection de la vie privée et la démocratie. Concernant la résilience, la dimension de la ville durable, les questions d'action environnementale, d'action climatique, d'action sur l'énergie, une chose importante est sortie de cette étude, et je peux la généraliser, en tout cas sur le continent européen, par rapport à des travaux qu'on a pu conduire en parallèle avec la Commission européenne et la DG Connect, c'est qu'aujourd'hui, dans les territoires, ces outils numériques, ces outils technologiques sont fortement orientés vers le service rendu aux habitants et aux citoyens en termes de qualité de vie et de bien-être, de différentes manières. Pourquoi je dis aujourd'hui ? Parce qu'il y a 3 ou 4 ans en arrière, beaucoup de projets voyaient le jour prioritairement pour 2 choses. Prioritairement pour optimiser financièrement l'organisation du service public urbain, en clair pour faire des économies et rechercher un retour sur investissement immédiat. Ou alors, ils étaient mis en avant, proposés aussi pour des raisons, on va dire, de développement économique, de marketing du territoire, d'embarquer des écosystèmes dans des logiques, y compris les startups locales, etc., ce qu'on continue à faire, mais avec une priorité beaucoup plus forte, très certainement, sur les questions de qualité de vie, de bien-être, avec des outils innovants qui sortent aujourd'hui. Les capteurs disponibles, par exemple, pour travailler sur la qualité de l'air, sur la lutte contre les pollutions, les leviers d'action dont on dispose pour lutter contre les pollutions, notamment automobiles, aujourd'hui sont bien connus, avec des outils de mesure et des outils d'action qui ont une maturité technologique qui est avérée. Ce n'est pas pour autant qu'on les utilise toujours et partout. Vous avez peut-être vu que le gouvernement français l'État français vient d'être condamné pour inaction face à des problématiques de pollution. Je crois que Stéphane Gervais en a parlé ici ce matin. On voit beaucoup de projets autour de la gestion de l'énergie, je vais y revenir, notamment de l'énergie dépensée par les acteurs publics à travers l'éclairage public et la gestion des bâtiments publics, et des projets très consommateurs de technologie, très consommateurs de data, très consommateurs pour certains d'intelligence artificielle, on en a parlé ici avant-hier, des projets liés à la santé et les projets de santé globale notamment, qui visent à collecter, à utiliser, à analyser toutes les données qui ont un rôle par rapport à des déterminants de santé. Ça peut être de l'environnement, ça peut être de la mobilité, ça peut être des données liées au travail, ça peut être des données liées à l'alimentation, etc. En France, j'y reviens une seconde, lorsque nous avons remis le rapport au gouvernement, un certain nombre de recommandations que nous avons pu formuler dans le sens de faire en sorte que ces territoires intelligents soient des territoires dans lesquels les technologies soient mises au service de la résilience,
a conduit le gouvernement à lancer un appel à projet qui s'appelle Territoire intelligent et durable. Je ne vous dirai pas quelles sont les villes françaises qui ont gagné le jackpot parce que c'est en cours, les jurys sont en cours de travail actuellement, doté de 30 millions d'euros de subventions qui ressemble un petit peu à quelque chose que vous connaissez ici au Québec et au Canada, qui était l'appel à projet fédéral du concours des villes intelligentes, lancé il y a 4 ou 5 ans en arrière, dont Montréal a été l'un des lauréats. Autre point important concernant ces sujets de résilience, de villes durables, vous dire que nous constatons depuis quelques mois une accélération assez incroyable dans le choix, dans l'orientation des priorités des investissements numériques des territoires sur le sujet de l'énergie. Alors, l'image qui est derrière moi est peut-être un petit peu une provocation. J'aurais tendance à penser qu'après la Covid, la guerre en Ukraine est un accélérateur des choix d'investissement en matière de résilience. On peut penser là notamment à tout ce qui concerne l'éclairage intelligent, le pilotage de l'éclairage public par ces outils numériques dont on sait qu'il s'agit de l'un des domaines dans lesquels le retour sur investissement réel est le plus facilement mesurable. On sait qu'une ville qui change un système d'éclairage public parfois ancien, parfois très ancien, avec des lampes à incandescence qui consomment énormément d'énergie, lorsqu'on passe à des systèmes avec des LED et avec un pilotage par la donnée qui va permettre de réguler l'éclairage en fonction des lieux, en fonction des moments, en fonction des besoins, tout ça produit des économies d'énergie qui, selon les projets que l'on connaît, vont de 40 à 80% d'économies d'énergie. Il y a eu pas mal d'études faites en Europe sur le sujet qui sont extrêmement intéressantes. C'est aussi une réduction de la pollution lumineuse, bien évidemment, par rapport à la biodiversité, ça a un impact tout à fait réel. Eh bien, on voit beaucoup de territoires qui, aujourd'hui, accélèrent ce type d'investissement, peut-être pas par stratégie de territoire résilient, peut-être pas par volonté d'accélérer tout de suite les choses en matière de transition énergétique, peut-être uniquement pour faire face à la hausse des factures du coût de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine, mais après tout, c'est toujours bon à prendre aussi, et ça nous met sur le chemin de la résilience. Autre point important par rapport à l'évolution de nos villes et par rapport à la ville du futur, le sujet de la surveillance. C'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement sensible en France et en Europe, sensible aussi ailleurs dans le monde en fonction des législations locales et aussi de la façon dont les populations vivent et réagissent, notamment face à la question de la reconnaissance faciale. Je vais m'y arrêter une seconde. On a tous en tête ces reportages que nous avons vus sur le système chinois avec l'interfaçage, le croisement des outils de gestion de la ville avec les logiques de surveillance, la reconnaissance faciale permettant de faire le lien entre les deux, entre ce qui se passe par exemple sur la gestion de la voirie, la gestion de l'espace public et le contrôle des citoyens. Mais ce sujet de la reconnaissance faciale, on le trouve évidemment dans beaucoup d'autres endroits qu'en Chine. On le trouve par exemple en France. Et vous avez là une autre image qui vient de la ville de Nice. La ville de Nice a expérimenté sur la voie publique, sur la promenade des Anglais, le long de la mer Méditerranée, un dispositif de reconnaissance faciale à des fins de test pour des raisons de sécurité. Vous le savez sans doute, Nice a connu un attentat extrêmement grave, extrêmement meurtrier il y a quelques années en arrière, et on peut comprendre cette volonté, ce souhait de tester ce type de technologie. Sauf qu'en France et en Europe, ce type de technologie est interdite. Nous avons le Règlement général européen de protection des données, le RGPD, qui est maintenant en place depuis 5 ans dans l'ensemble des pays européens, qui interdit la collecte de données morphologiques dans l'espace public sans le consentement des citoyens. Ce qui veut dire que ça interdit très concrètement la reconnaissance faciale dans l'espace public. Ça n'interdit pas le fait de pouvoir être reconnu par un système automatisé, par exemple pour rentrer, sortir dans un aéroport. Mais ça interdit la collecte de ce type de données à la volée dans l'espace public. Ce qui a eu pour conséquence très concrètement à Nice que l'expérience a été arrêtée avec protestation vive de l'autorité régulatrice chargée du contrôle de la vie privée dans notre pays. Au même moment,
dans un autre pays, la ville de San Francisco votait une délibération, le conseil municipal de San Francisco votait une délibération dans laquelle la ville de San Francisco interdisait la reconnaissance faciale dans l'espace public. Et c'est extrêmement intéressant. Et je vous conseille de lire cette délibération parce qu'elle prend un petit peu la forme d'un mea culpa et d'un message à l'adresse des autres villes du monde, en disant, à San Francisco, nous sommes sur un territoire dans lequel, avec d'autres bien sûr, mais nous avons contribué à inventer les technologies qui font que la reconnaissance faciale est possible. Et nous l'avons expérimenté très largement. Et nous constatons que ces outils génèrent de la discrimination, génèrent des logiques de surveillance généralisée qui ne portent pas leurs fruits en termes d'efficacité de sécurité publique, et nous décidons de l'interdire dans l'espace public à San Francisco. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de villes américaines qui ont pris des délibérations similaires. Nous sommes ici à Montréal. Montréal a également interdit, et très explicitement, la reconnaissance faciale dans l'espace public. Il n'y a à ce jour aucune ville en France qui l'ait interdit. Vous me direz, il n'y en a pas besoin puisqu'il y a le RGPD qui l'interdit. Mais en tout cas, ça fait partie des sujets et des préoccupations sur lesquels on peut se poser. Alors, les algorithmes, l'intelligence artificielle, ça n'est pas que des logiques de reconnaissance faciale. Ça peut être aussi autre chose. Nous avons aujourd'hui dans la boîte à outils des élus locaux, des décideurs locaux, pour construire la ville du futur, des outils extraordinairement puissants, des outils algorithmiques qui sont capables de modéliser la façon dont chacune et chacun, en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la cité, en tant qu'usager de l'espace public, nous nous comportons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement que les outils qui ont été pour l'essentiel imaginés pour modéliser nos comportements de consommateurs, des outils dont nous sommes utilisateurs directs ou indirects, conscients ou inconscients en permanence dans nos comportements de clients et d'acheteurs, de consommateurs, peuvent être transposés dans nos comportements, nos attentes en tant que citoyens, en tant qu'usagers de l'espace public. Vous connaissez tous le projet de Sidewalk à Toronto. J'ai eu la chance de travailler ici au Canada et de travailler sur ce projet avec la ville de Toronto, avec des partenaires canadiens, et de vivre de l'intérieur le projet tel qu'il a été porté et tel qu'il a connu des soubresauts que vous connaissez, des soubresauts autour de l'utilisation des données personnelles des futurs habitants du quartier, des soubresauts autour de l'hébergement de ces données, chose importante, puisqu'il y avait un débat de savoir si les données devaient rester sur le sol canadien avec une législation sur la protection des données qui était celle de l'Ontario à ce moment-là, ou est-ce que les données pouvaient quitter le sol canadien et partir aux États-Unis. Il y avait des polémiques et des débats sur la manière dont les habitants allaient être associés, concertés sur les règles de gestion de ce futur quartier. Et puis, au bout du bout, il y avait un enjeu qui était beaucoup moins opérationnel, mais peut-être beaucoup plus stratégique et beaucoup plus fondamental, qui était de savoir si un opérateur tel que Google, avec des algorithmes extraordinairement puissants et des capteurs nombreux, divers et variés, le premier d'entre eux étant probablement d'ailleurs le smartphone des futurs habitants du quartier, pouvait définir de façon très précise quels étaient les besoins réels de l'ensemble des habitants. Et ça, c'est un sujet tout à fait important parce qu'aujourd'hui, il y a des débats sur des choses très concrètes, sur la gestion des déchets, par exemple, sur les déplacements, sur la mobilité, de savoir si des modèles algorithmiques, des modèles technologiques ne seraient pas en capacité de mieux réguler la façon dont on se comporte aujourd'hui dans nos villes et de ce fait de pouvoir amener la ville sur des trajectoires plus vertueuses et positives au regard des enjeux climatiques et environnementaux, notamment. Le problème de cette approche-là, c'est qu'on arrive à une forme de définition par des algorithmes de ce qui doit être la manière de vivre ensemble, de ce qui doit être le bien commun. Et on arrive à une forme de conception de l'intérêt général, où l'intérêt général est en fait la somme des intérêts particuliers, ou pour être plus précis, la somme des besoins immédiats de chaque individu.
Et ça, c'est quelque chose qui, du point de vue démocratique, pose beaucoup de questions. Parce que peut-être que la ville, elle devient optimale, mais si elle est de ce fait-là automatique, dans le langage des ingénieurs, les algorithmes qui procèdent de cette façon-là, on dit qu'ils asservissent des systèmes. Est-ce que l'on va accepter d'asservir le fonctionnement de la ville? Où est la place du débat démocratique? Où est la place pour que des élus proposent des options et des manières de faire et les citoyens votent? Et puis s'ils ne sont pas contents, ils changent les élus. Là, lorsque l'algorithme est en place, c'est plus compliqué. Donc dans les débats qui ont eu lieu à Toronto, il y avait aussi ces sujets-là. Ça renvoie à un autre point plus global, qui est de savoir comment, face à toutes ces innovations, face à l'ensemble de ces nouveaux outils dont nous disposons aujourd'hui pour piloter des villes que l'on va appeler smart en anglais, villes intelligentes, villes résilientes, dès lors que ces objectifs et ces priorités, ces orientations vont être tournés vers les questions notamment du bien-être, de la santé et de l'adaptation, de la lutte contre le changement climatique, mais sans doute surtout de l'adaptation face au changement climatique. Quelle place est-ce qu'on va laisser aux citoyens dans cette conception de la ville? Et ça, c'est un sujet qui n'est pas simple. Je vais vous parler maintenant d'une autre étude que nous avons conduite également en France avec l'Observatoire Data Publica, qui a été rendu public il y a quelques jours à peine à Paris. C'est une grande étude qui a été menée auprès de 400 municipalités françaises sur la manière dont elles gèrent tous ces dispositifs de gestion de données, de capteurs, de stockage, d'outils numériques, d'intelligence artificielle. Et on leur a posé une question, parmi beaucoup d'autres. Votre collectivité a-t-elle associé les citoyens ou la société civile à la définition des règles ou à la gestion des échanges, du partage de gestion des données? Seulement 10% nous ont dit oui. Alors, je reviens à la première étude de tout à l'heure où je vous ai montré un schéma avec l'ensemble des parties prenantes en vous disant, quand on parle de ville intelligente, on parle d'un principe assez simple, c'est on dit toujours on est plus intelligent à plusieurs. Et on a tout de suite l'idée, l'intention, l'affirmation du fait qu'il faut bien sûr associer les usagers, les citoyens, les habitants. Mais dans la pratique, on le fait très peu. Il y a des raisons à ça. Il y a des raisons et elles sont pas si simples à contourner. Et je ne jette pas nécessairement la pierre aux uns et aux autres. Je ne porte pas de jugement en disant tout cela. Ce sont des sujets compliqués. Les technologies que nous utilisons sont de plus en plus complexes. La manière d'impliquer les citoyens en amont, pendant, après, au pilotage de dispositifs qui font appel à toutes ces nouvelles technologies digitales et numériques n'est pas du tout simple et on a certainement des choses à inventer. Je vais rester un tout petit peu sur la France, vous m'en excusez, en vous disant qu'on a quelques exemples intéressants à faire valoir en la matière. Vous avez Nantes, il y a des représentants de Nantes qui sont à Montréal cette semaine et qui sont dans la salle. Nantes a été la première ville française à adopter une charte éthique sur l'utilisation des données dans la ville. Et pour ça, ils avaient confié un mandat à un panel de citoyens pour travailler à la définition, donc en amont, des règles du jeu sur la manière d'utiliser les données, avec des principes de transparence, etc. Vous avez Brest, on est toujours dans l'ouest de la France. Brest, ils ont utilisé, c'est les seuls à l'avoir fait pour l'instant, et je crois même qu'à l'échelle européenne, il n'y a pas d'autres exemples aujourd'hui. Ils ont utilisé ce qu'on appelle une conférence de consensus, en réunissant là également des citoyens, en leur posant une question simple, c'est quelles seraient les conditions acceptables pour que le service public utilise de plus en plus de données. Et ils ont fait tout un travail sur de nombreuses semaines avec des experts, des garants. C'est un dispositif très intéressant qui permet de produire là aussi en amont un regard et un avis citoyen sur l'acceptabilité de tous ces outils, parce qu'on en parle de ces outils, on est là dans Montréal Connect, on a beaucoup d'experts de ces technologies. Est-ce que nos concitoyens acceptent facilement, trouvent intéressant, souhaitent que ces outils soient déployés et utilisés pour la gestion de nos villes? Je pourrais vous parler de Dijon, qui est, on va dire, la première smart city technologique française, qui a déjà mis en place beaucoup de choses. Et Dijon a fait un choix un peu différent. C'est plutôt que d'associer les citoyens en amont sur la définition des règles, Dijon met en place un comité métropolitain, un comité éthique, dans lequel les citoyens vont avoir un droit de regard sur l'utilisation qui est faite
de l'ensemble de ces outils. Je pourrais vous parler de Rennes, on a également des représentants de Rennes avec nous, ou de Lyon, de Lille, de La Rochelle, ce sont des villes dans lesquelles on a mis en place des systèmes pour amener les citoyens à être eux-mêmes acteurs de l'utilisation des données et d'une certaine manière à eux-mêmes apporter des données, y compris leurs données personnelles. Parce qu'en Europe, maintenant que nous avons le RGPD, c'est tant mieux pour la protection de la vie privée, mais c'est parfois plus compliqué pour l'utilisation qu'on veut faire d'un certain nombre de données. Eh bien, il faut systématiquement le consentement des citoyens pour pouvoir utiliser leurs données, les déplacements en vélo pour savoir où et comment mettre plus de pistes cyclables. Voilà des sujets sur lesquels on peut avoir intérêt à intéresser les citoyens à eux-mêmes apporter des données en termes de réflexion. Nous sommes à Montréal. Montréal a développé un projet que nous aimons beaucoup aussi citer en France en termes de modèle qui s'appelle Montréal en commun. Je crois que dans un panel tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir, qui est un projet où c'est à la conception globale de projets de ville intelligente que des communautés, des citoyens ont été impliqués. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas simple et c'est quelque chose qui pose des questions en termes de méthode, quand bien même on a la volonté d'impliquer les citoyens. J'aurais pu rajouter dans cette présentation Helsinki qui a porté à très grande échelle un principe et une méthode que nous utilisons dans beaucoup de territoires aujourd'hui, qui est celui de ce qu'on appelle des living labs, des laboratoires grandeur nature, puisque à Helsinki, il y a un quartier entier de plusieurs milliers d'habitants, dont l'une des fonctions, en accord bien sûr avec les habitants du quartier, est de tester des nouveaux dispositifs avec une implication des citoyens sur les modalités de mise en place du test, sur l'évaluation de ces dispositifs, sur des éléments de mobilité, sur des éléments de gestion partagée d'espace public, sur des éléments liés à la gestion de l'énergie, parfois avec des tablettes, des dispositifs électroniques, y compris dans leur propre logement. Et les habitants du quartier décident ensemble ensuite si l'impact est positif, si c'est intéressant, et ensuite ça peut être généralisé à l'ensemble de la ville. Face à tous ces enjeux, vie privée, démocratie, contrôle, surveillance, on voit bien qu'il y a plusieurs modèles de villes résilientes, de villes du futur possibles. Et ces modèles, aujourd'hui, ils sont assez clairement identifiés et ils sont promus et portés par des acteurs de façon volontariste, des acteurs économiques qui ont intérêt à pouvoir commercialiser, déployer, développer leur modèle, mais aussi des acteurs politiques, des acteurs étatiques. Et je crois que nous pouvons véritablement parler aujourd'hui d'une géopolitique de la ville du futur. Et je voudrais en parler en quelques minutes. Et ces modèles s'affrontent en vérité, et je pense que c'est un enjeu dont nous devons prendre conscience. S'affrontent par exemple à travers des programmes d'influence. J'en citerai deux. Il y a les routes de la soie numériques, portées par la Chine, avec des investissements très importants dans des infrastructures digitales dans un certain nombre de villes. Il y a la Smart Africa Alliance, qui aujourd'hui en Afrique est financée par la France, qui vise là aussi à promouvoir un certain modèle de la ville du futur. Et tout ça n'est pas neutre, parce qu'il y a des investissements conséquents, il y a des entreprises, mais c'est aussi de l'influence politique, disons-le, et de l'influence diplomatique, disons-le très clairement. De l'autre, il y a des projets qui émanent directement des territoires sans être sous l'influence de tel ou tel modèle. Et je crois que ça, c'est aussi important. Sename Kofi Abdou-Djinou devait être avec nous aujourd'hui. Il aurait pu nous parler du projet Upcité à Lomé au Togo, qui est un projet extrêmement intéressant, qui vise aussi à s'affranchir peut-être de l'influence de ces modèles pour en inventer d'autres. Les modèles, c'est aussi des modèles technologiques. Et aujourd'hui, il y a une guerre des standards technologiques de la ville intelligente et de la ville du futur. Par exemple, en matière de vidéoprotection, je ne parle pas là de reconnaissance faciale, mais les standards technologiques de la vidéoprotection aujourd'hui sont très largement dominés par la Chine. Quel que soit le pays dans lequel on déploie des caméras, on utilise des standards chinois. Sur l'énergie, on parlait d'éclairage intelligent tout à l'heure, ce sont, pour l'essentiel aujourd'hui,
des standards qui viennent des États-Unis. Parfois, pas d'un État, pas d'un groupement d'industriels, ça peut être d'un seul acteur. Le standard GTFS, certains d'entre vous sont peut-être des spécialistes de ces questions-là, est un standard pour les données de mobilité qui a été créé, inventé par Google, pour Google Transit, qui s'est imposé aujourd'hui comme étant le standard mondial de gestion des données de mobilité, y compris certains États, c'est le cas en France, imposent aux acteurs publics d'utiliser le standard GTFS. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons aujourd'hui un débat de normes, de standardisation, dont nous avons besoin pour qu'il y ait de l'interopérabilité, je l'ai dit tout à l'heure, mais à quel prix? Qui maîtrise ces éléments? Ce sont des choses importantes. Le combat, il est aussi réglementaire. La régulation des données et la vie privée, on peut la lire et la vivre de différentes manières. Je suis français, je vis en Europe, mes données privées sont protégées par le RGPD, et c'est particulièrement vrai pour la ville intelligente. Ça change des choses de façon très concrète. Ça veut dire que dans l'espace public, on n'a pas le droit de capter des données personnelles qui me concernent. Soyons très pragmatiques, prenons des questions de capteurs, par exemple, pour de la mobilité, pour mesurer des déplacements de voitures, calculer des temps de trajet. Dans beaucoup de villes dans le monde aujourd'hui, on utilise des capteurs Bluetooth. Il y a plusieurs types de capteurs Bluetooth. Il y a des capteurs qui ne vont récupérer qu'un signal limité qui va être immédiatement par la technologie anonymisé pour pouvoir faire des calculs de temps de parcours, mais qui sont totalement anonymisés, et d'autres capteurs qui vont récupérer des données personnelles qui sont issues du téléphone portable que j'ai dans la poche. Je caricature un petit peu, mais ceux qui connaissent ces sujets savent que la frontière est très ténue entre la collecte de données nécessaires au service que l'on veut rendre et la collecte même involontaire, je dirais, et du coup la conservation, alors qu'on n'en a sans doute pas le droit, de données qui peuvent porter atteinte à la vie privée. En Europe, aujourd'hui, avec le RGPD, la manière de construire les outils de la ville intelligente est différente de ce que nous avons sur d'autres continents. Alors, on peut s'en satisfaire en tant que citoyen, trouver ça très bien, mais ça n'est pas que ça le sujet. Le sujet, c'est aussi de savoir si c'est un standard de la ville du futur qui est en train de naître, et de se dire que si des technologies sont développées pour fonctionner, entre guillemets, sous RGPD, est-ce que ces technologies, du coup, pourront être promues ailleurs et inspirer d'autres territoires? C'est peut-être une face non officielle de la législation européenne en la matière qui est très protectrice et qui, du coup, d'ailleurs, peut inspirer d'autres territoires. Nous sommes au Québec, vous aviez le projet de loi 64, je crois que maintenant c'est la loi 25 sur la vie privée, qui vient d'entrer en vigueur. Elle va amener au Québec à avoir le même type de contraintes selon que l'on se positionne du côté des acteurs technologiques qui pourraient parfois le vivre comme une contrainte, et le même type de garantie et de protection pour les habitants et les citoyens que vous êtes. L'Europe ne s'arrête pas là. Nous avons ce qu'on appelle dans le jargon de la Commission européenne un paquet législatif qui arrive avec Data Act, Data Governance Act, et également un texte sur l'intelligence artificielle qui va définir des règles très importantes sur la gouvernance, le pilotage des données, l'utilisation des données pour les acteurs publics, pour les villes, pour les décennies qui viennent. Ces textes visent par exemple à séparer, en termes de nature, les données utilisées pour l'intérêt général. On peut penser là à des questions liées à l'énergie, à l'environnement, liées à la qualité de l'air, liées à l'eau, tous ces sujets qui ont fait brutalement irruption dans le débat public avec l'été calamiteux que nous avons vécu en Europe. Eh bien, les données qui vont servir à piloter ces politiques publiques auront un statut à part. Elles seront protégées d'une certaine forme de marchandisation. Elles devront être rendues accessibles auprès des acteurs publics pour conduire des politiques publiques. Elles pourront être traitées par de l'intelligence artificielle, mais sous certaines conditions. Le recours à l'intelligence artificielle dans ces domaines-là sera soumis à des contraintes particulières, notamment de transparence et d'explicabilité, d'éthique, qui existent dans d'autres domaines, évidemment. La santé, on en a beaucoup parlé ici il y a 2 jours, dans plein d'autres domaines, y compris qui échappent à la sphère de l'action publique. Mais en tout cas, on aura ces contraintes-là qui vont arriver, ce qui veut dire que les opérateurs, les acteurs, pour parler très directement, ça veut dire que quand Huawei vient proposer des investissements avec des infrastructures, des outils d'analyse de données en Europe, ils devront se plier à ces règles-là. Ça veut dire que, sans doute,
des industriels européens vont développer des savoir-faire sous ces contraintes dont on imagine qu'ils essaieront ensuite de les commercialiser aussi ailleurs. Donc ce sont des enjeux importants, ce sont des enjeux qui dépassent probablement la gestion quotidienne de projets de ce type-là avec les citoyens dans une ville, et c'est quelque chose de tout à fait essentiel. De tout à fait essentiel, notamment si l'on souhaite, et vous l'avez compris, c'est peut-être un petit peu mon propos et une position qui découle aussi des travaux que nous avons conduits pour le gouvernement français l'an passé, est-ce que l'on souhaite qu'il y ait un troisième modèle, une troisième voie, un modèle qui ne soit ni celui de la ville de surveillance, dont on voit bien qu'elle s'éloigne de nos objectifs d'une ville de futur, résiliente, démocratique, transparente, ni celui qu'on pourrait appeler du consumérisme algorithmique, qui réduit l'usager de l'espace public, qui réduit la vie dans la ville à une somme d'interactions individuelles, comme si nous étions des consommateurs de l'espace public, des consommateurs de la relation collective et du vivre ensemble. Si on souhaite que ce modèle-là émerge, on voit qu'il y a des actions, une forme de géopolitique de la ville intelligente qui existe, mais ce sont aussi sans doute et très certainement des coopérations entre les acteurs locaux eux-mêmes qui seront déterminants. Comment les villes européennes, déjà, pour rester sur l'endroit d'où je m'exprime d'une certaine façon, comment est-ce qu'elles coopèrent ensemble? Il y a plusieurs programmes de coopération, certains sont soutenus par l'Union européenne, d'autres sont soutenus par le Comité des régions. Parfois, ce sont des initiatives bilatérales entre villes. Comment est-ce que ces villes européennes, qui d'une certaine manière n'ont pas le choix sur certains sujets, de par le cadre réglementaire qui s'impose à elles, coopèrent avec des territoires qui partagent ces principes, qui parfois d'ailleurs vont plus loin, plus vite, plus fort, justement peut-être parce qu'il n'y a pas le cadre juridique. Lorsque la ville de Montréal travaille sur la protection de la vie privée de ses habitants, alors qu'il n'y a pas de loi à l'époque de projet de loi 64, eh bien, c'est la ville qui travaille elle-même sur les principes qu'elle veut appliquer, et c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc comment Montréal, Vancouver, Boston coopèrent aussi avec les villes qui portent ces sujets-là. On pourrait parler de Séoul, de Lomé, évidemment. Et je salue notre collègue qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est une conclusion sans être véritablement une conclusion, ou c'est peut-être une forme de souhait, j'ose pas dire un appel, mais on voit bien qu'il y a des choses à faire émerger pour que la ville du futur soit une ville, j'en termine par là, résiliente, transparente, démocratique, en tout cas une ville dans laquelle les objectifs d'investir et d'utiliser les outils numériques pour le bien-être des habitants soient réellement au rendez-vous. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Jacques est encore avec nous pour quelques minutes. Avez-vous des questions à lui poser par rapport à sa présentation sur les villes du futur? Oui, ben, il y a un microphone juste ici. Votre nom et votre question. Gervais, Groupe Lacroix. Merci Jacques pour cette très belle présentation. Moi, c'était par rapport à la conclusion. Est-ce que Jacques croit plutôt à un modèle de ville intelligente, universelle, avec des bases universelles, comme un peu les droits de l'homme, un petit peu, et une adaptation locale, ou est-ce que chaque modèle doit être différent à cause des spécificités locales très différentes entre la Corée, l'Afrique et l'Europe? Je sais que c'est une question un peu vaste, mais c'est intéressant aussi d'avoir ton avis. Ouais. Une question un peu vaste et une question sensible, qui renvoie justement à ces questions d'influence et de la manière dont ces différents modèles se diffusent. Je vais me jeter un petit peu à l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, on a des modèles qui apparaissent, en tout cas sans doute pour nous ici, comme étant des modèles qu'on voudrait éviter, des modèles repoussoirs. Et ces modèles, aujourd'hui, sont l'objet de promotions extrêmement fortes, extrêmement offensives, par différents canaux, des canaux économiques, des canaux diplomatiques. Et le fait qu'il y ait une troisième voie qui émerge, je crois, ça viendra de la combinaison de beaucoup de choses. Ça viendra du refus, parfois, des populations locales d'accepter ce type de système complètement automatique avec un risque de surveillance.
Ça viendra d'initiatives gouvernementales, ça viendra de coopération intergouvernementale, de coopération de ville à ville. Je ne suis pas sûr qu'il soit souhaitable qu'il y ait une stratégie globale de diffusion d'une troisième voie, parce que à ce moment-là, d'une certaine manière, le reproche qui est fait aux deux autres pourrait aussi y être adressé. Moi, je pense que cela va venir de cette combinaison d'initiatives locales, alors citoyennes directement ou sous forme de représentation par les sociétés civiles, des exécutifs, des élus, des équipes, des villes qui vont vouloir construire aussi les projets en fonction de leurs propres priorités. Et ça, c'est un des points importants qui est ressorti de l'enquête que nous avons conduite en France, c'est que ce n'est pas parce que des technologies existent qu'elles doivent être mises en place partout. Les technologies, on les met en place si elles viennent en appui et au service d'un projet, d'une vision, de quelque chose que l'on a envie de porter. Et puis ensuite, il y aura les actions réglementaires, gouvernementales. Mais je pense que c'est la combinaison des trois qui favorisera l'émergence de modèles qui seront mieux acceptés par tous et surtout, ou plus efficaces au regard de nos objectifs de résilience. Super, merci beaucoup pour votre question. On remercie encore une fois Jacques Priol. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi. Nous allons continuer la conversation avec Jacques dans quelques minutes, ainsi que d'autres invités. Alors, n'allez pas trop loin. On va prendre une pause d'une dizaine de minutes et on se retrouve ici pour continuer la conversation autour de la résilience et des villes du futur. J'aimerais aussi porter votre attention à 17h30. Nous allons avoir un 5 à 7 qui va être le café sénégalo-belge où on va déguster des bières belges ensemble. Alors, c'est un rendez-vous. J'espère que vous allez être des nôtres. Et à 16h30 environ, on a la révélation des gagnants des MTL Tech Awards. Alors, j'espère que vous allez être des nôtres. Et de la part de l'équipe de MTL Connect, du Printemps numérique, on vous souhaite une bonne pause et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci.